Aujourd'hui, on résout ensemble le CE1D 2014. Question 1. Voici le schéma d'un montage expérimental qui illustre le fonctionnement d'une centrale électrique. Vous avez donc sur ce schéma différents éléments et à côté de chaque élément, le nom est indiqué. Lampe, alternateur, turbine à hélice, jet de vapeur d'eau, casserole à pression remplie d'eau, source de chaleur. Deux mots te paraissent peut-être compliqués. Il s'agit du mot alternateur et du mot turbine. Nous allons les expliquer. Un alternateur est un élément qui produit du courant. Et une turbine est un dispositif qui tourne. Comme tu peux le voir sur cette page, on ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Il faut donc prendre la page suivante pour avoir la consigne. La consigne de l'exercice A est indiquer sous quelle forme l'énergie circule à partir de la flamme. La flamme se trouve ici. Comme tu le sais, une flamme chauffe. Nous parlons donc d'énergie thermique. La flamme transmet donc de la chaleur à l'eau de la casserole. Ensuite, l'eau de la casserole va faire tourner la turbine, car nous avons vu juste avant que la turbine était un élément qui allait effectuer des rotations. Vu qu'une rotation est un mouvement, nous allons parler d'énergie mécanique. L'hélice est donc en mouvement et elle va transmettre de l'énergie mécanique à l'alternateur. Ensuite, l'alternateur va quant à lui produire de l'énergie électrique qu'il va transmettre à la lampe. La lampe, quant à elle, va émettre de la lumière, donc elle va produire de l'énergie lumineuse vers le milieu ambiant. Passons ensuite à la question B et à la question C. B. Dessinez sur le schéma du montage expérimental une flèche qui illustre une perte d'énergie. Et C. Nommez cette perte d'énergie perdue. Les deux questions B et C vont donc ensemble. Tu as déjà appris que dans un montage, il y a toujours des pertes d'énergie et que ces pertes d'énergie se font sous forme de chaleur, donc d'énergie thermique. Il faut donc ici choisir un des objets, peu importe lequel, et faire une flèche qui en sort, pour illustrer la perte d'énergie thermique, donc la perte de chaleur. On passe maintenant à la question 2. Voici les photos d'un fer à repasser et d'une perceuse en fonctionnement. La question est compléter le tableau. Tu vois juste en dessous un tableau avec une colonne pour le fer à repasser et une colonne pour la perceuse. Pour le fer à repasser, on te demande tout d'abord quelle forme d'énergie alimente l'appareil. Donc c'est-à-dire quelle énergie va être donnée au fer à repasser. Comme tu branches ton fer à repasser, ça veut dire que ton fer à repasser reçoit de l'énergie électrique. C'est le même principe pour la perceuse. La perceuse, tu la branches aussi, donc elle va recevoir de l'énergie électrique. Ensuite, on te demande quelles formes d'énergie sont obtenues pendant le fonctionnement. Donc, quelles formes d'énergie sont obtenues pendant que le fer à repasser est en marche et pendant que la perceuse est en marche. Comme tu le sais, un fer à repasser qui est branché va chauffer. À partir du moment où il chauffe, ça veut dire qu'il va produire de la chaleur, donc de l'énergie thermique. Ensuite, un fer à repasser qui est branché et qui est allumé a aussi un petit signal lumineux qui se met en route. Donc, on va parler d'énergie lumineuse. En ce qui concerne la perceuse, étant donné qu'elle va se mettre en mouvement, on va parler d'énergie mécanique. Et elle va aussi chauffer. Donc, on va parler d'énergie thermique. On arrive maintenant à la question 3, qui a comme titre « Réseau trophique dans nos campagnes ». Tu observes donc un réseau trophique juste en dessous, avec des images, des flèches et des noms, et une légende qui pour le moment est vide. Pour pouvoir répondre aux questions de la page suivante, il faut te souvenir de la définition d'un réseau trophique. Un réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires qui ont un ou plusieurs maillons communs. Mais qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire? Une chaîne alimentaire est un ensemble d'êtres vivants se nourrissant les uns des autres.
souviens-toi que chaque être vivant est ici appelé un maillon et que le premier maillon d'une chaîne alimentaire est toujours un végétal. Question A. Complétez la légende de ce schéma. On te demande donc ce que veut dire la petite flèche. Cette flèche veut dire « est mangé par » ou « sont mangés par ». Si on prend un exemple sur le réseau trophique, on peut dire que le pissenlit est mangé par le lapin, que le pissenlit est aussi mangé par la chenille de papillon, par exemple. Question B. Indiquez le nom d'un producteur présent sur le schéma. Un producteur est le premier maillon d'une chaîne alimentaire. C'est un être vivant qui est capable de produire sa propre matière vivante. Nous allons donc regarder ici quel est ou quels sont les producteurs présents dans le réseau trophique et nous voyons que nous avons le pissenlit et le noisetier qui sont tous les deux des végétaux. Ensuite, pour la question C, on te demande d'indiquer le nom d'un consommateur présent sur le schéma. Qu'est-ce qu'un consommateur? Un consommateur est un être vivant qui ne peut pas produire seul sa propre matière organique. Donc, il ne peut pas produire seul sa propre matière vivante. Il va donc devoir consommer un autre être vivant. Pour la question C, tu pouvais donc tout choisir sauf le noisetier et le pissenlit, car tous les autres sont des consommateurs. Ils consomment soit des producteurs, soit les consommateurs de premier ordre. Par exemple, le lapin est un consommateur, il va manger le pissenlit qui est un producteur, et l'enfant est aussi un consommateur qui va manger le lapin qui est un consommateur de premier ordre, ce qui fait donc de l'enfant un consommateur de deuxième ordre, et il peut aussi manger le pissenlit qui est un producteur comme nous l'avons déjà dit. Ensuite, pour la question D, on te demande de citer un prédateur qui sur le schéma n'est pas une proie, c'est-à-dire un prédateur qui ne va pas se faire manger par un autre être vivant. Je rappelle qu'un prédateur est un être vivant qui va chasser pour se nourrir. Dans ce cas-ci, tu avais 4 possibilités, soit la couleuvre, tu vois que la couleuvre se nourrit de mulots, mais elle n'est mangée par aucun autre être vivant, soit le chat va manger des mulots, va manger des merles, mais ne se fait manger par aucun autre être vivant. L'enfant va manger des noisettes, il va manger du pissenlit et du lapin, mais ne se fait pas manger non plus. Et la chouette qui va manger des mulots, mais qui ne se fait pas manger. Question E. Écrire à partir de ce schéma une chaîne alimentaire à 4 maillons. Des chaînes alimentaires, il y en a beaucoup, mais ici on te précise bien qu'il doit y avoir 4 maillons, donc 4 êtres vivants. Il y avait 3 chaînes possibles. La première est le pissenlit, qui se fait manger par l'escargot, qui se fait manger par le merle, qui se fait manger par le chat. La deuxième, le pissenlit, se fait manger par la chenille de papillon, qui se fait manger par le merle et qui se fait manger par le chat. Et la dernière, le noisetier, qui se fait manger par la chenille de papillon, qui se fait manger par le merle et qui se fait manger par le chat. Tu pouvais choisir parmi ces 3-là. Question F. Justifier l'expression réseau trophique du titre. On te demande donc dans cette question d'expliquer pourquoi on a appelé ce document réseau trophique. Nous avons vu tout à l'heure ce qu'était un réseau trophique, et il fallait donc tout simplement noter au niveau de la réponse ici qu'un réseau trophique était composé de plusieurs chaînes alimentaires et que ces chaînes alimentaires devaient avoir au moins un maillon commun. Question 4. Il y a quelques années, dans un village d'Afrique centrale, des léopards venaient régulièrement aux abords du village et effrayaient les habitants. Puis, durant 2 années, les léopards, beaucoup moins nombreux dans la région, ne s'approchèrent plus du village. Les habitants s'en réjouirent, mais pas longtemps. En effet, le maïs étant leur aliment de base, les villageois furent menacés de famine. Donc la famine, c'est le manque de nourriture.
On s'interroge sur le lien entre la diminution du nombre de léopards et la famine. Donc on se questionne sur le lien entre la diminution du nombre de léopards et le manque de nourriture. Ça veut dire la même chose. Juste en dessous, tu as un document qui illustre la croissance des plants de maïs. Donc on voit les jeunes pousses et les plants à maturité. On remarque qu'ils grandissent. Et un autre document qui parle des principales proies du léopard, c'est-à-dire les principaux êtres vivants qui vont être mangés par le léopard. Tu vois qu'il y a des gazelles, des rongeurs, des gnous, des zèbres et des oiseaux. Le document continue à la page suivante où on te donne des détails sur le gnou, le zèbre, la gazelle, les rongeurs et les oiseaux. Lisons ce document ensemble. Le gnou. Le gnou est un herbivore. Cela veut dire qu'il mange de l'herbe, des végétaux, etc. Il est la proie des lions, des hyènes et des lycaons. Ça veut dire qu'il se fait manger par les lions, les hyènes, etc. Son régime alimentaire, donc ce qu'il mange, des herbes sèches, de l'avoine, du chien-dent, des plantes grasses, des melons sauvages et des feuilles d'arbustes. Ensuite, le zèbre. Le zèbre est aussi un herbivore. Le lion et l'hyène peuvent s'attaquer aux zèbres adultes. Les jeunes peuvent être la proie des lycaons et des guépards. Le régime alimentaire du zèbre est constitué d'herbes fraîches, de roseaux, de feuilles et d'écorces. La gazelle. La gazelle est un herbivore. Elle est notamment la proie des lionnes. Ses prédateurs ne peuvent pas la poursuivre très longtemps. Son régime alimentaire est constitué de jeunes pousses d'herbe, de jeunes pousses de maïs, de feuillages, de plantes annuelles et de baies. Les rongeurs. Les rongeurs provoquent des dégâts sur les cultures de riz, de maïs, de canne à sucre, d'arachides, de légumes. Les dégâts sont provoqués lorsque les plants sont à maturité, donc lorsqu'ils ont grandi au maximum. Un des prédateurs de ces rongeurs est l'hyène. Régime alimentaire, graines de riz, grains de maïs, canne à sucre, arachides et légumes. Les oiseaux. Les oiseaux préfèrent les graines des herbes sauvages à celles des plantes cultivées. Ils représentent, du fait de leur grand nombre, une menace constante pour les champs de sorgho, de blé, d'orge, de mil et de riz. Les hommes sont des prédateurs du quella. Régime alimentaire. Graines d'herbes sauvages, sorgho, blé, orge, mil et riz. Dans cette question, on te demande d'expliquer le lien entre la diminution du nombre de léopards et la famine au village. Comme nous l'avons dit, il y a moins de léopards. Qu'est-ce que cela va impliquer s'il y a moins de léopards ? On sait grâce aux documents que les léopards se nourrissent de gazelles, de rongeurs, de gnous, de zèbres et d'oiseaux. S'il y a moins de léopards, il va donc y avoir plus de gazelles, de rongeurs, de gnous, de zèbres et d'oiseaux, car moins de ces animaux seront mangés. Nous avons donc plus de gazelles, de rongeurs, de gnous, de zèbres et d'oiseaux. Mais nous avons vu dans le régime alimentaire de certains de ces animaux qu'il y en avait qui mangeaient justement des plants de maïs, des grains de maïs. Lesquels étaient-ce ? Alors, on va regarder le gnou. Non. Le zèbre. Non. La gazelle. Oui, on voit qu'il est mis jeune pousse de maïs. Les rongeurs. Oui, il est mis grain de maïs. Et les oiseaux. Non. Donc, cela veut dire que comme nous avons plus de gazelles et plus de rongeurs, ils vont pouvoir manger plus de plants de maïs, de grains de maïs. Comme les gazelles et les rongeurs ne sont pas les seuls à manger du maïs, mais que les villageois en mangent aussi, les villageois vont donc avoir moins à manger, vu qu'ils vont devoir se partager le maïs avec les gazelles et les rongeurs. Nous allons donc noter comme réponse que s'il y a moins de léopards, il va y avoir plus de gazelles, de rongeurs, de proies. En plus grand nombre, les gazelles
et les rongeurs vont manger plus de jeunes plants de maïs, de grains de maïs. Et donc les villageois vont avoir moins de maïs à manger. Question 5. Les cubes à molécules. Cube 1 rempli d'eau liquide, cube 2 rempli de vapeur d'eau. 5 nanomètres et 5 nanomètres pour les côtés. Le cube 1 rempli d'eau liquide contient environ 4000 molécules. Le cube 2 rempli de vapeur d'eau, je rappelle que la vapeur d'eau est à l'état donc gazeux, contient-il plus, moins ou le même nombre de molécules que le cube 1? Donc le cube 2 contient-il plus, moins ou le même nombre de molécules que le cube 1? On te pose ici deux questions. On te demande d'abord de cocher la bonne réponse, donc plus, moins ou le même nombre, et de justifier pourquoi. On va donc réfléchir ensemble. Le cube 1 est rempli d'eau liquide. L'eau liquide est donc à l'état liquide, c'est logique. Quand nous sommes dans un état liquide, les molécules ont des particularités. Elles sont assez proches les unes des autres et elles peuvent se déplacer. Ensuite, le cube 2, lui, est rempli de vapeur d'eau. Il est donc rempli de gaz. Le gaz a aussi des particularités. Les molécules du gaz vont être très éloignées les unes des autres et vont aussi pouvoir se déplacer. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de molécules qui vont être contenues dans chaque cube. D'accord ? Donc dans le cube 1, si nous avons les molécules qui sont relativement proches les unes des autres et que dans le cube 2, elles sont beaucoup plus éloignées, ça veut dire que dans le cube 2, il y aura moins de molécules que dans le cube 1. Et comme justification, nous allons tout simplement indiquer que les espaces intermoléculaires dans un gaz, donc ici la vapeur d'eau, sont beaucoup plus importants que dans un liquide. Donc, que les espaces entre les molécules dans un gaz sont beaucoup plus importants que dans un liquide. Dans un gaz, les molécules sont plus éloignées que dans un liquide. Question 7. En tenant compte de la légende fournie, aucun de ces schémas n'est correct. Légende, cœur, muscle, poumon, trajet du sang riche en oxygène, trajet du sang pauvre en oxygène. Donc le sang qui contient beaucoup d'oxygène et le sang qui contient peu d'oxygène. Schématisez ci-dessous correctement la circulation du sang entre les trois organes en utilisant la même légende. Donc ici, on te demande de représenter les muscles, le cœur et les poumons et de faire des flèches entre chacun des organes pour indiquer le trajet du sang. On va commencer par s'intéresser au cœur et aux poumons. On sait que le cœur doit fournir aux cellules de notre corps du sang riche en oxygène. Ce sang riche en oxygène, il va l'obtenir grâce aux poumons. Les poumons vont donc fournir au cœur du sang riche en oxygène. On va donc faire un trait plein des poumons au cœur pour montrer que les poumons donnent au cœur du sang qui contient beaucoup d'oxygène. Ce sang riche en oxygène va être fourni, comme nous l'avons dit, aux cellules du corps et donc aussi aux cellules des muscles. Nous allons donc faire un trait plein entre le cœur et les muscles pour illustrer que du sang qui contient beaucoup d'oxygène passe du cœur aux muscles. Ensuite, les muscles vont utiliser l'oxygène. Les muscles vont donc renvoyer du sang pauvre en oxygène au cœur, du sang qui ne contient presque plus d'oxygène. Le cœur va, lui, renvoyer vers les poumons le sang pauvre en oxygène, pour qu'il puisse être à nouveau oxygéné. Donc nous allons tracer des muscles au cœur, des traits discontinus, et des cœurs aux poumons aussi. Donc en résumé, du sang riche en oxygène est fourni aux cellules de notre corps, dont les muscles. Ces cellules vont utiliser l'oxygène
et vont donc renvoyer du sang pauvre en oxygène vers notre cœur, qui assure la circulation sanguine. Et notre cœur, afin que le sang puisse récupérer de l'oxygène, donc on puisse le réapprovisionner en oxygène, il va l'envoyer vers les poumons. Le sang va donc aller dans les poumons, être rechargé en oxygène, puis repartir à nouveau vers le cœur pour pouvoir à nouveau aller vers les cellules du corps. La fécondation in vitro, expression latine qui signifie dans le verre, est une technique médicale qui permet à certains couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement de démarrer une grossesse. Cette technique est illustrée ci-dessous. On remarque qu'il y a obstruction au niveau des trompes de Fallope, donc c'est-à-dire qu'il y a un obstacle qui empêche les ovules de passer correctement. Donc nous allons prélever les ovules, nous allons les prendre. Nous allons aussi utiliser des spermatozoïdes qui viennent du père. Je rappelle que les ovules et les spermatozoïdes sont des cellules reproductrices. Ces ovules et ces spermatozoïdes vont être placés ensemble pendant 20 heures à 36 degrés Celsius et demi. Et nous allons avoir la formation d'embryons. Ces embryons-là, après 48 heures, vont être implantés dans l'utérus de la mère. C'est-à-dire qu'on va les mettre dans l'utérus de la mère. Je rappelle qu'un utérus est une poche prévue pour accueillir un embryon et favoriser son développement. L'utérus est un organe appartenant au système reproducteur de la femme. Donc l'homme n'en a pas, lui. Question A. Expliquez en quoi l'obstruction des trompes est un obstacle à la mise en route d'une grossesse. Donc on te demande d'expliquer pourquoi, si les trompes sont bouchées, donc s'il y a un obstacle qui empêche le passage des ovules, on ne pourra pas commencer une grossesse. La femme ne pourra donc pas tomber enceinte. Les ovules sortent des ovaires. Donc une fois par cycle menstruel, un ovule va sortir d'un ovaire et va se diriger vers les trompes de Fallope. C'est à cet endroit qu'il va pouvoir être fécondé par un spermatozoïde. Or ici, s'il y a un obstacle, s'il y a un blocage, la fécondation ne va pas pouvoir avoir lieu. Donc la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde ne va pas pouvoir se faire. Si cette fécondation n'a pas lieu, il n'y aura tout simplement pas de grossesse. Pour que la fécondation puisse se faire, il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle entre l'ovule et le spermatozoïde, donc qu'ils puissent passer facilement, qu'ils puissent se rencontrer. Ensuite, question B. Émettre une hypothèse sur le fait que la température d'incubation est de 36 degrés Celsius et demi. Quand tu vois 36 degrés 5, tu dois directement penser à quelque chose. La température du corps, donc la température moyenne du corps, se situe chez un adulte entre 36 degrés 6 et 37 degrés. Donc 36 degrés et demi, ça doit te faire penser justement à la température du corps humain. La température d'incubation est donc quasiment la même que la température moyenne du corps humain. Je rappelle que vu qu'on est dans le cas d'une fécondation in vitro, la fécondation n'a pas lieu à l'intérieur du corps de la maman, mais a lieu à l'extérieur. Il est donc important qu'on essaye de reproduire les mêmes conditions que si la fécondation avait lieu à l'intérieur du corps de la maman. C'est pourquoi cette température-là a été choisie pour l'incubation. Nous allons maintenant passer à la question C. Proposer une situation autre que l'obstruction des trompes qui peut justifier une fécondation in vitro. Donc ce qu'on te demande, c'est de trouver un autre exemple qui justifierait pourquoi est-ce qu'on fait une fécondation in vitro. Donc pourquoi est-ce que la maman ne pourrait pas tomber enceinte naturellement? Il y a deux exemples assez faciles. Il peut arriver que la maman ne produise pas d'ovules, donc on dit dans ce cas-là qu'elle n'ovule pas, ou que le papa soit stérile, donc qu'il ne soit pas capable de donner des enfants, que ces spermatozoïdes ne soient par exemple pas assez performants. Question 9.
Une plaque en plâtre a une masse de 12,5 kg. Elle mesure 2,60 m sur 60 cm. Quand on la soulève, il est difficile de la maintenir et de la fixer en même temps. Pour rendre le travail moins pénible, donc moins difficile, il est possible d'utiliser un élévateur qui permet de soutenir cette plaque. Voici deux modèles d'élévateurs. Donc tu vois l'élévateur 1 et l'élévateur 2. La croix d'un des deux élévateurs risque de s'enfoncer dans la plaque en y laissant une empreinte. A. Indiquer le numéro de l'élévateur qui risque de laisser une empreinte. Et B. Justifier en écrivant tout le raisonnement. Donc on te demande si c'est l'élévateur 1 ou si c'est l'élévateur 2 qui va laisser une empreinte et pourquoi. On peut prendre un exemple de la vie quotidienne pour illustrer cette situation. Imaginons qu'on marche dans la neige. Si une personne marche dans la neige avec des baskets et qu'une autre personne marche dans la neige avec des talons, laquelle a le plus de chances de s'enfoncer dans la neige à ton avis ? Il s'agit évidemment de celle qui porte des talons. Et pourquoi cela ? Tout simplement parce que la surface des chaussures à talons en contact avec la neige va être beaucoup plus petite que la surface des baskets en contact avec la neige. Si la surface est plus petite, la pression est plus grande. Nous pouvons nous souvenir de la formule P est égal à F sur S. Donc si S diminue, donc la surface diminue, la pression augmente. Donc dans le cas de cet exercice-ci, on te demande d'abord d'indiquer le numéro de l'élévateur qui risque de laisser une empreinte. Ce sera l'élévateur 2, vu que la surface est plus petite. Donc, il va y avoir une pression plus grande, l'élévateur va davantage s'enfoncer. On te demande de justifier en écrivant tout le raisonnement. Donc on va indiquer que pour une même plaque, la surface de la croix numéro 2 est plus petite, donc la pression est plus grande. P est égal à F sur S, donc si S diminue, P augmente, comme nous l'avons dit juste avant. Question 10. Dans une école, des élèves ont réalisé un sondage portant sur leurs principales activités après les cours. Les résultats sont les suivants. En moyenne, les garçons regardent la télévision pendant 1h30, passent 1h15 devant leur ordinateur ou console de jeu, consacrent 1 heure à leurs devoirs et pratiquent 1 heure d'activité sportive. Quant aux filles, elles font 45 minutes d'activité sportive, passent 1h30 à faire leurs devoirs, 3/4 d'heure devant l'ordinateur ou la console de jeu et 1h45 devant la télévision. On te demande de réaliser un tableau pour comparer l'emploi du temps des élèves après les cours. Dans le texte, on te parle donc d'activités réalisées par des filles et par des garçons. Nous allons donc faire 3 colonnes. Une colonne activité, une colonne filles, une colonne garçons. Dans la colonne activité, nous allons indiquer les différentes activités effectuées par les filles et les garçons. Nous avons la télévision, le sport, les devoirs, l'ordinateur ou la console. Pour la TV, les filles regardent 1h45 et les garçons 1h30. Le sport, 45 minutes chez les filles et 1 heure chez les garçons. Les devoirs, 1h30 chez les filles et 1 heure chez les garçons. L'ordinateur ou console, 45 minutes chez les filles, 1h15 chez les garçons. Il suffisait donc ici de repérer les différentes activités dans le texte et la durée de celles-ci, puis de les noter dans le tableau. Question 11. Une expérience historique. Jean-Henri Fabre, célèbre biologiste français, élève des papillons pendant de nuit. Un jour, il constate qu'une femelle, née dans son élevage, est entourée de nombreux mâles dès sa sortie du cocon. Le cocon est l'enveloppe dans laquelle la chenille se transforme en papillon. Alors qu'il n'y a pas de mâle dans l'élevage.
Ces derniers viennent sûrement de loin, car l'espèce est rare dans la région. Pour comprendre cet exploit, Fabre réalise les expériences suivantes. Première expérience. Il place une femelle dans une boîte grillagée sur un appui de fenêtre à l'extérieur. Après quelques heures, des mâles volent autour de la boîte. Deuxième expérience. Cette fois, une femelle est placée au même endroit, mais dans une boîte vitrée, bien fermée. Aucun mâle ne vole autour de la boîte. Troisième expérience. La femelle est remplacée dans la boîte grillagée par un morceau de papier sur lequel elle a séjourné. Après quelques heures, des mâles volent de nouveau autour de la boîte. Question A. Identifiez à partir de l'expérience 1 les stimuli qui pourraient expliquer l'attirance des papillons mâles pour les papillons femelles. Petit rappel, un stimulus est un facteur qui déclenche une réaction physiologique. Donc par exemple, si je crie très fort juste à côté de toi, tu vas avoir comme réaction de te boucher les oreilles. Le stimulus est dans ce cas-ci le cri très fort. Donc ce qu'on te demande pour l'expérience A, c'est de réfléchir à quel stimuli pourrait expliquer pourquoi les papillons mâles sont attirés par les papillons femelles. Au niveau de l'expérience 1, je rappelle qu'on place une femelle dans une boîte grillagée sur un appui de fenêtre à l'extérieur, et que quelques heures après, des mâles volent autour de la boîte. Comme la boîte est grillagée, on peut voir à travers. Donc, il est possible que ce soit la couleur, la forme, l'image ou les mouvements des papillons femelles qui attirent les papillons mâles. Il est également possible que ce soit leur odeur ou éventuellement aussi le son qu'elles produisent. Ensuite, question B. Identifiez à partir de l'expérience 2 le stimulus sur lequel Fabre travaille lorsqu'il remplace la boîte grillagée par la boîte vitrée. On sait qu'on peut voir le contenu d'une boîte grillagée. On peut également voir le contenu d'une boîte vitrée. On peut voir à travers la vitre et on peut voir à travers le grillage. Par contre, si une boîte est vitrée, on ne va pas pouvoir entendre le son produit à l'intérieur de celle-ci. On ne va pas non plus pouvoir sentir l'odeur à l'intérieur de la boîte. Donc, Fabre travaille sur deux stimulus possibles, soit le stimulus olfactif, donc au niveau de l'odeur, soit le stimulus auditif ou sonore, donc au niveau du son, du bruit. C. Identifier, à partir de l'expérience 3, le stimulus que Fabre écarte définitivement. Ce qu'il faisait dans l'expérience 3, c'était remplacer la femelle dans la boîte grillagée par un morceau de papier sur lequel elle avait séjourné, donc sur lequel elle était restée. Après quelques heures, des mâles volaient autour de la boîte. Si on remplace la femelle papillon par un morceau de papier, le seul élément qui est conservé est l'odeur de la femelle. Cela veut donc dire que le stimulus dont on ne va plus devoir tenir compte est le stimulus auditif ou sonore, donc le son. Étant donné qu'ici on ne parle pas du tout de son, si on remplace la femelle par un morceau de papier, le morceau de papier ne va pas produire le même son évidemment que la femelle papillon. On a donc en même temps, grâce à cette question, la réponse à la question D. Donc on nous demande d'écrire la conclusion finale que Fabre tire de ces trois expériences. Grâce à la question C, nous pouvons dire que les mâles sont attirés par l'odeur des femelles, étant donné que l'odeur était restée sur les morceaux de papier. Question 12. Pour mettre en évidence les variables qui influencent la pression subie par le sol, on place une table et deux objets dans 5 situations différentes. Masse de 10 kg, masse de 20 kg, et nous avons les 5 situations qui sont représentées. On demande pour la question A de préciser sur quelles variables on agit en comparant les situations 1 et 3. Au niveau de la situation 1, nous voyons qu'on a la table qui est renversée et nous avons une masse de 10 kg et une masse de 20 kg dessus. Au niveau de la situation 3,
nous voyons que nous avons la table qui est placée correctement et nous avons la masse de 10 kg et la masse de 20 kg dessus aussi. Les masses sont donc les mêmes au niveau de la situation 1 et 3. Ce qui est différent, c'est la surface pressée, vu que dans la situation 1, nous avons toute la surface de la table et que dans la situation 3, nous avons les pieds de la table qui vont presser le sol. Ensuite, question B. Précisez sur quelle variable on agit en comparant les situations 2 et 5. Pour la situation 2, nous avons la table qui est posée normalement avec une masse de 10 kg. Pour la situation 5, nous avons la table qui est posée normalement avec une masse de 20 kg. La masse est donc ici différente. Si la masse est différente, nous avons une force pressante qui est aussi différente, évidemment. La masse de 20 kg va appuyer davantage par rapport à la masse de 10 kg. Question C. Indiquez dans quelle situation le sol subit la pression la plus élevée, donc la pression la plus forte. Nous avons vu que pour que la pression soit élevée, la surface devait être petite. Ici, nous avons, au niveau de la situation 2, de la situation 3 et de la situation 5, une petite surface pressée. Cependant, il y a des différences entre ces trois situations-là. À la situation 2, nous avons une masse de 10 kg, la 3, une masse de 10, une masse de 20, et à la 5, une masse de 20. La situation 3 est celle qu'il fallait choisir, étant donné qu'elle combine une petite surface pressée et une grande masse. Question D. Indiquez dans quelle situation le sol subit la pression la plus faible. Il fallait donc regarder dans quel cas la surface pressée était importante, donc était grande. Nous avions la situation 1 et la situation 4, où nous avions la table qui était à l'envers, donc la surface pressée était plus grande. Mais il y a une différence entre la situation 1 et la situation 4. Pour la 1, nous avons une masse de 10 et une masse de 20, et pour la 4, nous avons une masse de 10. La pression sera évidemment plus faible si on a moins de masse. Il fallait donc choisir la situation 4.